Bonsoir à tous. Alors ce soir, je vais vous parler des fameux crânes de cristal. Les crânes de cristal, c'est avant tout une légende qui s'est forgée au XIXe siècle lorsque plusieurs de ces objets firent leur apparition sur les marchés européens d'archéologie et d'antiquité, provoquant des spéculations. En effet, beaucoup de marchands et d'amateurs d'antiquité mésoaméricaine précolombienne les recherchaient car considérés à l'époque comme représentatifs des cultures aztèques et mayas, le tout attribuant à certains un âge de 5 millénaires issu des peuples préhispaniques d'Amérique du Sud et de la légende persistante. Il existerait 13 crânes de cristal qui contiendraient des informations sur l'origine de l'humanité et sur les mystères de la vie dans l'univers. Ils auraient été amenés par les Istas originaires de l'Atlantide, selon les Mayas, et auraient le pouvoir de révéler certains secrets, de communiquer avec leurs possesseurs et d'émettre des sons comme des lumières. Selon une légende cherokee également, il existait 12 mondes où la vie humaine était présente, la Terre étant la plus jeune. Il fut dit chez les Amérindiens que des anciens auraient amené ces crânes pour enseigner aux humains, mais aussi pour créer 4 civilisations: l'Atlantide, la Lémurie, Mu et Millennium. Ils furent gardés par les Olmecs, puis les Mayas et enfin les Aztèques qui les séparèrent, et ils furent apparemment par la suite perdus. Il y a eu et il y a encore beaucoup de spéculations sur les fameux crânes de cristal, mais il est toutefois intriguant de savoir que plusieurs crânes ont été sculptés dans un seul bloc et d'une façon non conventionnelle, car la direction en général de la taille se fait dans l'axe du cristal pour éviter qu'il ne s'abîme et qu'il devienne ainsi fragile. Dans le cas de certains crânes de cristal, la direction de la taille est contraire à l'axe. Aucune trace d'usinage n'a été révélée sur certains crânes et les procédés de fabrication restent mystérieux au vu du procédé et pour certains de la perfection de la dite taille. Il existe encore beaucoup de questionnements à propos des outils utilisés, de la durée estimée de la taille. Alors certains estiment plusieurs décennies, d'autres parlent de siècles. Le crâne de Paris et celui du British Museum sont désormais reconnus comme faux, bien qu'il soit impossible, évidemment, d'appliquer la datation au carbone 14 sur le cristal de roche. Un des grands responsables aurait été Eugène Boban-Duverge. Ce dernier aurait dirigé une commission scientifique qui avait pour but de faire découvrir des objets de la culture préhispanique pour les Français. Il commença à l'époque plusieurs fouilles au Mexique aux environs de 1860 et certains pensent qu'il aurait fait tailler ou peut-être acheter des crânes de cristal fabriqués en Allemagne. Puis il les aurait faussement découverts dans ses expéditions afin d'attirer l'intérêt, gagner en notoriété et faire un business. On pense que parmi ces faux crânes, celui du British Museum et celui du Louvre auraient été des pièces provenant de ces malversations. Parmi les crânes qui existent, on peut parler du crâne du destin. Il est le plus célèbre, il aurait été découvert par Anna Mitchell Edge, qui était fille adoptive de l'explorateur britannique F.A. Mitchell Edges, dans les ruines d'un temple de la cité maya de Lubantún, au Belize. Il est d'un poids d'environ 5 kg, le crâne représenterait une amérindienne. Sa mâchoire est-elle amovible? Si on place une lumière sous le crâne, elle rejaillit par les orbites, et si on le place de manière à avoir les rayons du soleil à l'arrière de la boîte crânienne, de celle-ci jaillissent de la lumière des cavités nasales, des orbites et au niveau de la bouche. D'ailleurs, elle serait si forte qu'elle pourrait enflammer un matériau. Anna, paraît-il, l'aurait trouvé le jour de son anniversaire en ayant accès au site de fouilles, qui lui était d'habitude interdit. Durant des années, des personnes ont témoigné que le crâne du destin avait des pouvoirs de guérison et des pouvoirs psychiques. Sa propriétaire, Anna, mourut à 100 ans en affirmant que le crâne lui avait apporté la santé et le bonheur et qu'il avait communiqué avec elle durant toute sa vie. Ce crâne serait à l'origine de phénomènes étranges selon bon nombre de témoignages. Alors, après enquête, apparemment, son père aurait acquis ce crâne
il n'aurait pas du tout été trouvé, mais il l'aurait placé dans le site le jour de l'anniversaire d'Anna. Il lui aurait dit, tiens, regarde pas ci, regarde pas ça. Et oh, surprise, un peu comme les œufs de Pâques, Anna aurait trouvé ce crâne. Voilà. Le crâne de cristal de Shannara. Alors lui, il a été trouvé dans les années 90 lors de fouilles archéologiques à Guerrero. Les archéologues auraient été guidés par Nick Nocireno, passionné entre autres d'ésotérisme et qui disait avoir rêvé des crânes avant d'en connaître l'existence. Il les considérait comme des extensions d'énergie vitale. Le British Museum aurait fait des recherches et il est considéré comme authentique artefact précolombien, tout comme le crâne Max supposément trouvé au Guatemala dans les années 20. Shannara serait un outil chamanique accumulant la connaissance pour la retransmettre, d'aider à guérir, d'établir des connexions avec l'inconscient et d'ouvrir des portails dimensionnels. Le crâne Max, qui vient du Texas, enfin qui est au Texas. Il serait l'un des 13 crânes de cristal authentiques, propriété de Joanne Parks, habitante de Houston aux USA. Il aurait été volé à l'origine dans une tombe guatémaltèque vers 1924 et sa découverte demeura longtemps secrète. Beaucoup de personnes qui se connectent à Max disent qu'il était utilisé par d'anciennes civilisations et ce crâne a été vu dans beaucoup de musées, notamment dans des expositions à thème. Le crâne de la Smithsonian Institution à Washington. Ce crâne est parmi l'un des plus grands, 25,5 cm sur 22,5 cm et il pèse 14 kg, j'ai failli dire 40, il ne faut pas exagérer. Il n'a pas la mâchoire séparée du crâne, mais il est creux avec des orbites vides à la façon d'un vrai fossile. Donné en 1990 par une personne disant en avoir fait l'acquisition dans les années 1960 au Mexique, il a tout d'abord été mis de côté en attendant le résultat d'une expertise. En 1992, celle-ci a rendu public les doutes portant sur l'authenticité des grands crânes de cristal. Et en 2005, il fut aussi soumis à une expertise du British Museum. Les traces de meules du crâne ont permis de déterminer que sa fabrication est récente et donc il est considéré comme un faux. Encore une fois, les indices pointent vers Eugène Boban, aussi suspecté d'être l'auteur du crâne de cristal de Paris et du British Museum. Le crâne de cristal de Paris, ce crâne faisant partie de la collection du musée du quai Branly, est en quartz limpide et d'une grande pureté. Ressemblant beaucoup au crâne de Mitchell Hedges, il mesure 11 cm de haut et pèse plus de 2 kg. Sa mâchoire n'est pas amovible. Il a la particularité d'être traversé de haut en bas par un orifice de forme biconique indiquant une fabrication manuelle. Offert en 1878 au musée par Alphonse Pinard, il fut le premier à entrer dans un musée et fut longtemps considéré comme un chef-d'œuvre aztèque représentant Mixtex Acihuatl, désolé je l'ai un peu écorché, divinité de la mort. Il est désormais rangé parmi les imitations fabriquées au XIXe siècle en Allemagne, à partir de quartz brésilien fourni par l'antiquaire Eugène Boban, de qui Pinard tenait une partie de sa collection. Le crâne de cristal du British Museum. Ce crâne de cristal de Londres a une histoire plutôt étrange. Sa première apparition remonterait au milieu des années 1890, alors qu'un certain Boban déclare l'avoir acheté à un mercenaire mexicain. Ce dernier aurait trouvé le crâne dans une cité maya localisée au Mexique. Boban essaya d'abord de le vendre à la Smithsonian Institution et le vendit finalement à la société Tiffany de New York en 1898 pour l'exposer comme artefact précolombien. Nous savons aujourd'hui que Boban l'a acheté en Allemagne, sachant bien qu'il s'agissait d'une réplique. Le crâne de cristal Synergie. Considéré comme étant authentique, il est un artefact de 15,5 kg et serait la représentation de la tête d'un grand homme adulte. Il est lui aussi taillé dans un seul et même bloc de cristal translucide. Ce crâne aurait été acquis par un homme d'affaires européen prénommé George, qui voyageait alors en Amérique centrale. Il le reçut en cadeau d'un vieil Amérindien chez qui il avait été hébergé dans un petit village situé dans la cordillère des Andes. À l'origine, ce crâne aurait été caché au début de la colonisation espagnole et il fut donné par une femme.
lorsqu'il était très jeune. Après plusieurs années, George remit le crâne à Sherry Whitfield Merrell, une passionnée d'ésotérisme qui participa à de nombreuses rencontres sur l'ésotérisme et la spiritualité dans le monde et qui emmenait à chaque fois son crâne de cristal. Ce crâne fut lui aussi envoyé à une équipe de scientifiques spécialisés dans la cristallographie de Hewlett-Packard. Ils conclurent que cet artefact était une anomalie car n'ayant aucune trace d'usinage, il est fabriqué d'un quartz naturel extrêmement pur en un seul bloc de cristal. Le crâne de cristal rose, ce crâne de dimension différente de celui de Mitchell Hedges, est probablement celui qui lui ressemble le plus, mais de petite taille. Il a été sculpté dans un bloc de quartz rose et se compose de 2 morceaux. Sa mâchoire peut se détacher du crâne. Sa plus grande ressemblance se situe dans sa conception, son polissage d'une qualité irréalisable pour des techniques préhispanique. Il aurait été trouvé aux frontières du Honduras et du Guatemala et il est de teinte opaque. Le crâne Mayan, retrouvé au Guatemala, à la frontière du Honduras au début du XXe siècle, il est considéré comme un chef-d'œuvre. Mais il est difficile de trouver des informations sur celui-ci, car peu populaire. Rapporté en même temps par un prêtre autochtone aux États-Unis, que le crâne d'améthyste, il a été analysé par la société Hewlett-Packard, qui a conclu qu'il était une relique authentique. Il a été sculpté dans un bloc uniforme de quartz clair. Le crâne améthyste. Ce crâne a été trouvé au Guatemala au début du siècle et apporté aux États-Unis en même temps que le crâne Mayan. Tout comme lui, il fut aussi soumis à l'expertise de la société Hewlett-Packard et les conclusions furent similaires à celui du crâne Mayan. La direction de la taille est contraire à l'axe du cristal et fabriquée à partir d'un bloc de quartz rose pourpre uniforme, presque entièrement opaque. Ses propriétaires sont des businessmen qui l'exploitent commercialement et le proposent, si jamais ça vous intéresse, pour la modique somme de 50 millions de dollars. Le crâne E.T., surnommé E.T. à cause de sa forme allongée qui fait penser à la créature du film Alien de Spielberg, retrouvé en Amérique centrale au début du XXe siècle, sa propriétaire est une Hollandaise du nom de Joke van Dieten Massaland. Il se distingue beaucoup des autres crânes de par sa forme unique, mais aussi de par sa teinte sombre avec très peu de translucidité. Puis le crâne à la croix reliquaire, de taille plus petite que la moyenne des autres crânes de cristal, cet artefact doit son nom à un trou que les Espagnols ont creusé au sommet du crâne afin de pouvoir y planter une croix et sa dentition a été retouchée. Les circonstances mystérieuses sur la découverte de ce crâne laissent à penser que les Espagnols auraient mis la main dessus peu après le début de la conquête de l'Amérique du Sud. Ainsi, beaucoup de crânes sont classés comme crânes de cristal contemporains sculptés à l'aide de meules rotatifs diamantés dont on repère l'usinage au microscope à balayage électronique, car cette technique laisse des micro-rainures extrêmement fines mais repérables. La polémique reste vive malgré les décennies qui ont passé. Les 13 crânes de cristal, alors, mythe ou réalité? J'ai noté quand même un détail, mais cela, évidemment, n'engage que moi. Que si on repère sur une carte les sites préhispaniques, je vous invite à aller sur Google, taper ces sites préhispaniques et de regarder. Vous savez, il y a des petits spots qui les repèrent. Et je pense qu'on est loin d'avoir d'ailleurs tout découvert, que si on accepte une montée du niveau des océans depuis des siècles et des siècles, on peut supposer que sur la côte est du Mexique, sous l'océan, il y a des artefacts à découvrir. Notons aussi que cela n'est pas loin du fameux triangle des Bermudes et que selon moi, à défaut d'Atlantide, il y a encore beaucoup de mystères à découvrir là-bas. Si tant est que l'exploitation pétrolière importante et des catastrophes telles que celle du golfe du Mexique ne rendent quasi impossible des explorations sous-marines, que peut-être que bien des choses ont été retrouvées, mais de manière illégale et vendues tout aussi illégalement dans un marché noir de pièces uniques antiques depuis un sacré bout de temps. Et croyez-moi que ce type de marché est presque aussi impénétrable que les voies du Seigneur. À propos de la polémique sur les crânes de cristal, porte malheur. Je vais vous exposer mon avis et je vous assure que ce n'est que mon avis. Non pas pour contredire qui que ce soit, ou parce que j'ai 4 crânes en tout, mais que je tiens à remettre certaines choses à plat sur cela.
D'accord. D'une, souvenez-vous de l'histoire de la statue de la Vierge Marie dont je vous ai parlé, qui était fabriquée dans un orphelinat en Asie et où les enfants avaient été maltraités. Et qui, dès lors où elle fut acquise par une famille, amena littéralement la misère. De la Vierge Marie à un crâne de cristal, tout objet peut porter malchance, qu'il soit ancien ou moderne. Tout dépend de qui l'a fabriqué et aussi à quoi il a servi et ce qu'il a vécu. On pourrait parler, sans la forme du crâne du diamant, sans la forme du crâne de cristal du diamant Hope, de l'émeraude qui fut volée sur une statue ancienne dans un temple et qui a littéralement raccourci l'acte de naissance de chacun de ses porteurs et de manière extrêmement violente. De tels artefacts sont nombreux. Le danger dans le cas de gemmes précieuses ou semi-précieuses est leur capacité à accumuler de l'énergie et des formes mémoire. Parmi eux, sur le trio gagnant, mais vraiment de celles qui accumulent énormément, il y a le cristal de roche, le diamant de Herkimer et le diamant tout court. Ceux-ci ont pour ma part besoin de beaucoup plus de nettoyage. Après, ça ne regarde que moi, c'est ce que moi je conseille. C'est ces trois pierres-là, un peu plus de ménage, ça leur fait pas de mal. Et ça évite surtout que après, surtout comme le cristal de roche, que ça vous restitue les choses. Bien sûr, beaucoup, moi la première en étant jeune, sont rebutés par la forme de crâne, souvent attaché à la mort, à la sorcellerie, aux films d'horreur ou plus simplement au fait que quand il s'agit d'un véritable crâne humain en os, à la personne qui vivait auparavant. Bien que beaucoup d'enseignants de biologie ou d'anatomie aient appelé l'illustre inconnu dont est exposé le squelette Arthur, bon nombre se sont quand même demandé qui était la personne dont on expose année après année le squelette. Chez nous, au collège, il s'appelait Arthur. Je pense qu'il y en a eu plein des Arthurs. Je suis passée outre cela au fil du temps. J'ai toujours une passion pour certains mystères et les crânes en ont fait partie. Le triangle des Bermudes aussi. C'est ainsi que j'en ai 4 au jour d'aujourd'hui. Vient le sujet des entités. Beaucoup de gens disent, oui, il est investi par des entités, qu'il y a une activation. Le crâne de cristal est habité par une entité. Alors je vous rassure, tout, enfin ou pas, tout objet peut être habité ou lié à une entité. Bizarrement, beaucoup crient au loup pour des crânes, mais peu se demandent si le lieu, la maison, le terrain où se trouve leur habitation n'est pas habité par des esprits, des fantômes. Bien des gens non plus ne se demandent jamais si tel ou tel objet acheté dans une brocante n'est pas rattaché à un esprit. Et les histoires plus ou moins romancées et plus ou moins horribles sont franchement légion. Je pense, mais vraiment sincèrement, et par ma courte expérience en matière de crâne, que l'entité se rattache sur ce support, car il est au même titre que n'importe quel objet par rapport à vos profonds besoins conscients ou non. Ainsi, si vous prenez l'Agartha, qui est à droite sur l'image, elle n'est autre qu'une aide sur mon attachement au chamanisme et à la nature. Et non, un crâne n'est pas un objet miraculeux qui fera de vous une personne riche et célèbre. Il vous assurera pas non plus l'immortalité, hein. Il est là pour vous faire avancer, mais pas sans devoir affronter certains doutes, certaines épreuves, certaines peurs et votre côté obscur. Et avec l'Agartha, j'ai dû y faire face rapidement. Et franchement, il y a eu des trucs, c'était vraiment bien chiant, j'en parlerai un jour. Non, l'Agartha et moi, nous ne sommes pas connectés H24 ensemble. Surtout pas. On ne crée jamais, je n'arrête pas de le dire, un lien continu avec un esprit. C'est très dangereux et c'est vraiment très malsain pour l'un comme pour l'autre. Aucun esprit n'a à vous dire ce que vous devez faire. En clair, aucun esprit n'a à vous ôter votre libre arbitre. De même qu'un esprit n'est pas votre serviteur. Que ce soit un esprit de la nature, un esprit défunt. On est bien d'accord. De même que vous n'avez pas à demander aux esprits de décider pour vous. Ne forcez jamais un contact, ni avec un crâne, ni avec quelques moyens de communication, que ce soit avec des entités ou des objets. Si vous n'êtes pas à l'aise avec un crâne de cristal, n'apprenez pas plus qu'il s'agit d'utiliser une planche Ouija ou les petits verres ou ce que vous voulez si vous n'êtes pas clairement à l'aise avec ce type d'outils. Crâne ou pas crâne, le monde des esprits n'est pas une opportunité pour obtenir tout et n'importe quoi.
Ce n'est surtout pas un jeu ou pire, une mode que l'on suit selon son humeur. Il est regrettable tout de même que sous des prétextes commerciaux soient proposés des artefacts hors de prix pour une valeur réelle bien souvent moindre, voire nulle. Oui, il existe des crânes en fausse pierre, en verroterie ou en composite qui imitera parfaitement un type de pierre et qui vous sera parfois vendu très très cher. Sachez que selon le type de pierre également, si vous souhaitez, le prix peut varier du simple au double, que pour certaines pierres, il est impossible d'avoir une masse importante car naturellement, cette pierre n'existe pas en gros blocs. Donc, à vous de vous informer au préalable et d'obtenir des garanties. Que si on peut reprocher à la Chine d'être reine en matière de contrefaçon, et c'est vrai qu'elle l'est, il faut aussi savoir qu'elle possède sur ses terres des gemmes, mais qu'elle a aussi malheureusement acheté bon nombre d'exploitations de gemmes dans le monde, dont celle de Moldavite. Et pour rappel, la Moldavite, vous ne la trouvez pas en gros bloc, d'accord? Et la Moldavite est malheureusement dupliquée. Il y a beaucoup de fausses moldavites qui existent et qui est made in China, CQFD. La Chine n'est pas la seule en matière de contrefaçon. C'est beaucoup de pays en voie de développement qui ont des matériaux permettant de créer des faux, s'en donne à cœur joie, dans les fausses pierres. Mais il faut savoir aussi, et beaucoup ne le savent pas, que la Chine possède un laboratoire de taille de pierre de très 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 haute précision qui a permis de faire une copie parfaite en tout point d'un des crânes de cristal très célèbres. Alors oui, on trouvera de tout en matière de crâne de cristal, du taillé main avec des machines et des techniques plus ou moins perfectionnées, à de la taille d'usine avec des appareils ultra perfectionnés et programmés. Il faudra toutefois, dans les décennies à venir, et qu'au vu de l'exploitation effrénée de pierres semi-précieuses ou précieuses se rendre à l'évidence qu'il sera de plus en plus difficile de trouver des gemmes parfaits et purs et que le prix va inexorablement augmenter pour ces pierres, et c'est déjà le cas, et que certains seront irrémédiablement et malheureusement réservés à des gens qui ont de très très gros moyens. J'aimerais toutefois que les pros et les anti-crânes ne se livrent pas une énième guerre sans merci à tenter de convaincre les gens des bienfaits ou des méfaits de ces artefacts. Des guerres, moi je trouve qu'il n'y en a que trop, que ce soit sur YouTube ou en général dans le monde. Je pense qu'il faut, outre le respect du libre arbitre de chacun, y voir une expérience à vivre et des enseignements à tirer. Car au final, depuis le début de leur découverte, et c'est vrai qu'il faut le remarquer, c'était sans doute le but de chaque crâne, qu'il soit authentique ou pas. Je vous laisse méditer là-dessus mes chers amis et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.